Et on parle de l'inflation, 6,1% d'inflation sur l'année écoulée selon l'INSEE, un record. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis juillet 1995. Certains spécialistes prévoient même une inflation à 8-9% à l'automne. Ce sont que des spéculations pour le moment. En Espagne par exemple, c'est une vraie réalité. L'inflation dépasse en ce moment les 10%. Allez-vous vous restreindre après les vacances d'été? Est-ce que vous le faites déjà? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, vous dites oui pour le moment à 51% et puis vous nous appelez 0826 300 300 pour réagir. On va faire un petit tour de table avant de vous écouter. Luc-Éric Rief. Alors bon, est-ce que vous commencez à calculer, à regarder les dépenses que vous faites, à choisir telle destination plutôt qu'une autre, à anticiper la rentrée? Ouais, alors je vais dire, je continue toujours à me faire plaisir, mais ceci étant, voilà, on essaie le côté plaisir qui vient en plus, on le fait beaucoup moins, et c'est vrai que je suis quand même relativement inquiet. Voilà, je vais être franc avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un stade ou à un niveau d'inflation qui peut encore augmenter. On peut atteindre les 8% avant la fin de l'année, et on va pas être loin, à mon avis, des 8% d'ici à la fin de l'année. Donc ça commence à m'inquiéter. Mais je vais vous faire une confidence, Philippe, si vous me permettez. J'ai lu il y a tout dernièrement Zimbabwe. Ça vous parle peut-être du président Mugabe. 230% d'inflation en un mois. 230 millions de pourcents sur une année. On est encore loin de ces chiffres extravagants. Et j'ai même appris comme quoi la banque du Zimbabwe avait sorti un billet de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens. Donc, espérons que la France n'en sera pas là. Caroline Pilastre. Oui, je suis angoissée. Ça devient compliqué, hein. Ça devient très compliqué. On voit la hausse de nos factures, ne serait-ce que sur ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Tout a augmenté, mais déjà depuis la Covid. Je vous avais dit en faisant des chroniques que la crise de la Covid avait eu bon dos concernant certains commerçants qui ne s'étaient pas privés d'avoir augmenté les prix. Plus évidemment la guerre en Ukraine qui n'a rien arrangé. Je suis très inquiète pour la rentrée, pour plus de précarisation concernant certains de nos concitoyens. Et oui, il va falloir faire des arbitrages parce qu'on a des factures. Est-ce que ça va suffire, là, tout ce qui a été voté? Ça va suffire, Laurent Saillet, l'échec alimentaire, l'échec carburant, la prime Macron? Ça ne suffira pas, évidemment, même si l'avancée est conséquente et puis que c'est les Français qui vont s'engager pour cette... parce que c'est pas l'argent du gouvernement, c'est pas l'argent des députés, c'est l'argent des Français. Vous savez, quand la France Insoumise disent on a réussi à prendre au gouvernement 200 millions, non, c'est les Français qui vont payer. Donc de toute façon, il faut quand même revenir à des réalités, c'est pas à prendre aux décideurs. Mais là, c'est une très grave réalité, notamment pour les familles déjà qui ont des revenus modestes. Eux, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils vont réduire ou pas, ils sont obligés. De manière générale, beaucoup de Français, déjà, étaient à découvert avant de finir le mois. Donc, vous considérez les choses de manière simple. Quand vous allez au supermarché faire vos achats, que vous avez des enfants, évidemment, la hausse des prix fait que vous diminuez votre consommation. Donc, pour les ménages qui avaient déjà un pouvoir d'achat très réduit, des gens qui travaillent durement, qui ont déjà du mal à amener leurs enfants une fois par mois aller manger une pizza au restaurant, pour eux, la situation est dramatique parce qu'ils sont à flux tendu. Donc c'est pour ça qu'il va falloir, et c'est pas seulement, et on va rien pouvoir faire concrètement. Alors, on peut revoir les modes de consommation, mais ceux qui font attention font déjà attention. Et ça, c'est la réalité de 2/3 au moins des Français. Là, ils supprimeront quoi? Les petits plaisirs, les gâteaux? Mais c'est ça, mais en fait, bien sûr qu'on peut améliorer des choses, on peut mieux gérer son budget. Mais je parle des personnes qui déjà sont au max de la restriction. Eux, pour beaucoup, ça va être peut-être des crédits à la consommation. Ça va être sauter un repas. Ça peut être peut-être sauter un repas. Sauter un repas. Ça peut être aussi demander de l'aide à la famille, etc. Donc je pense que les mois et les semaines à venir vont être très très difficiles pour ces familles. Oui, moi, ce qui m'inquiète, pour être franc avec vous, c'est qu'en fait, ça va être les choses secondaires, comme la culture, par exemple, le sport. Ça veut dire qu'un abonnement pour un enfant qui va faire du basket, qui va faire du football, etc., ça coûte de l'argent. Quelqu'un qui veut faire du piano, qui veut s'inscrire dans des choses culturelles, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'on va pas restreindre justement ces dépenses-là qui sont secondaires, considérées comme secondaires, pour justement manger, se nourrir, pour faire des choses prioritaires? Et ce qui m'inquiète, ça va être les générations qui viennent, qui risquent malheureusement d'être écartées d'un certain nombre de plaisirs, entre guillemets, mais qui permettent de s'enrichir intellectuellement et culturellement pour pouvoir vivre. Et voilà, moi, c'est l'inquiétude que j'ai. C'est, à un moment donné, les familles vont être obligées de faire des choix, et ces choix vont se faire au détriment des enfants. Bah forcément. Et c'est vrai que ce que tu disais sur ce qu'on appelle le superflu, mais qui fait partie de la vie quand tu es humain, tu ne penses pas uniquement à payer ton loyer et à manger. Exactement. Tu vas avoir des activités, surtout après la grosse période difficile qu'on a vécue avec la Covid. Mais il faut aussi penser à tous les secteurs sociétaux qui vont être impactés
impacter. Parce que forcément, si on ne consomme plus, eh bien, ce sont aussi les commerçants, les gens qui travaillent dans la culture, etc., qui vont en pâtir. Donc, c'est tout notre système qui va malheureusement subir cette crise supplémentaire. Laurent Saillet, avant de vous accueillir au 0826 300 300. Surtout, il faut faire attention à veiller à ce que les familles ne soient pas dans un système de décrochage. Qu'est-ce que c'est un décrochage? C'est quand vous étiez déjà en difficulté et que vous basculez. On entend parfois, pour des personnes qui prennent leur voiture pour aller travailler, qu'une des deux personnes du couple, notamment la femme, parfois est obligée, est contrainte d'arrêter de travailler parce qu'en fait, ça coûte plus cher d'aller travailler, de prendre son véhicule, plutôt que de... Vous voyez la régression quand même pour certaines familles. Et c'est là où il faut être très très vigilant, parce que parfois on est moins attentif dans les milieux ruraux, où les gens font moins appel à l'aide publique. Et il faut être très vigilant pour que ces familles ne soient pas en situation de décrochage. Allez, inflation record, plus 6,1% selon l'INSEE sur l'année écoulée. Est-ce que vous allez commencer à vous restreindre, notamment après les vacances d'été? Serge est avec nous, Serge qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Serge. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue Serge. Bonsoir. Alors, est-ce que c'est votre cas Serge? Est-ce que vous commencez, si ce n'est déjà fait, à vous restreindre, à calculer Non, à me restreindre, pas vraiment, parce que j'ai pas des besoins pharaoniques non plus, mais il faut reconnaître que les prix augmentent, quoi. Et puis moi, ce qui me pose question, c'est cette espèce de gros phare qui est mis sur la moutarde en ce moment. Mais je sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils en font les gens? Vous en consommez combien? J'en trouve plus, moi, c'est la galère. Ah ouais. Ça veut dire que tout le monde met de la mayonnaise matin, midi, soir, quoi. Ils en mettent de la mayonnaise. Et qu'est-ce qu'ils font avec la moutarde? Je sais pas. C'est une truc de fou, ça. Non, mais vous avez déjà vu, vous, un produit aussi pas anodin. Bon, ça devient un luxe. Hein. Ça devient un luxe. Ça et les frites au restaurant. Bientôt, vous allez aller au restaurant, on va vous demander un steak, on vous dit avec ou sans moutarde. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Et rien que cette question-là, vous voyez, ça m'en fait poser d'autres aussi après. Je me dis finalement, ça comme l'inflation, est-ce que c'est pas, vous voyez, parce que on nous parle un peu moins d'autre chose, vous voyez, en ce moment, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Oui, alors ça, bon, l'inflation, c'est un système économique qui fait qu'il y a une telle inflation. Évidemment, elle n'est pas commandée, elle n'est pas préméditée. Non, c'est Luc Krief. Non, c'est un fait. Je pense que l'inflation, malheureusement, elle est totalement objective. Et encore, il y a des certains paramètres qui ne sont pas rentrés dans l'inflation. Donc, je pense que ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Si on intégrait, par exemple, l'immobilier et la hausse des loyers, je pense qu'à mon avis, on sera au-dessus de 6,1%. Donc voilà. Mais l'inflation, malheureusement, elle est totalement objective. Elle est calculée par l'INSEE sur des critères et des paramètres qui sont déterminés. Voilà, elle est incontestable. Après, la moutarde, bon, à qui profite le crime, je sais pas. Mais voilà, moi, la moutarde, je m'en passe. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a, même si je sais que c'est très régulier, attention, qu'il y ait des enseignes de distribution qui se font un peu plaisir, hein, l'inflation a bon dos, non, Laurent Saillet? Apparemment, on peut faire plus de marge, hein, qu'on s'appelle Carrefour, Intermarché, bien sûr, il faut surveiller, mais on est aussi dans un système de concurrence. Donc, si vous faites plus de marge, les Français qui font très attention vont vite repérer les endroits où effectivement les prix ne montent pas. Mais je pense qu'il faut faire preuve de vigilance parce que certains peuvent profiter de cette ambiance inflationniste parce qu'on en parle pour augmenter un prix. Mais je pense que de manière générale, on est quand même dans un système qui fait que les matières premières augmentent, la production augmente, les transports augmentent, ce qui fait que les prix augmentent. Serge, donc vous ne faites pas attention, Serge, hein, en dehors du fait que j'ai bien compris que votre obsession c'était la moutarde, que vous n'en trouvez pas, vous faites pas partie de ces Français qui se priveraient, qui feraient attention à ses finances, qui sauteraient par exemple certains plaisirs comme les gâteaux par exemple au supermarché, ou qui sauteraient aussi des petits plaisirs comme aller au restaurant. Est-ce que c'est votre cas, Serge, ou pas du tout? Non, parce que au restaurant, pour ce que j'y vais, je m'en restreins pas, quoi. Je veux dire, j'en fais un, vraiment, c'est pas tous les jours, quoi. Donc, j'ai pas de gros besoins, mais j'essaye de voir le côté. Il y a toujours un verre qui est un peu plein et un peu vide, et moi j'essaye toujours de voir le côté un peu plein parce que je me dis peut-être que les gens ils vont ceux qui sont habitués, je parle pour ceux qui sont habitués à jeter de temps en temps de la nourriture, ils vont réfléchir deux fois, ils vont cuisiner maison, ils vont réapprendre peut-être à cuisiner, les vertus de la cuisine faite chez eux, pour leur santé, ça sera sûrement meilleur que les plats tout prêts, voilà quoi. Il y a toujours alors ça c'est pas faux, Laurent Saillet, c'est vrai qu'on va peut-être commencer à mieux manger, non?
Oui, c'est toujours pareil. Parfois, on peut changer des habitudes parce qu'on a une marge de manœuvre. C'est-à-dire, on se dit, bon, ça devient serré, je vais faire attention, je vais m'organiser autrement. Mais je le rappelle, parce qu'on ne le dit pas assez, certains n'ont déjà plus de marge de manœuvre. Ils cuisinent déjà, ils font déjà attention. Ils ont déjà réduit parce que quand vous avez 2 SMIC et 3 enfants, ne croyez pas que vous êtes en train de vous dire que vous allez choisir entre le restaurant ou manger à la maison. La vie est déjà difficile. Et c'est ces personnes-là qui n'ont pas de marge de manœuvre, qui ne peuvent rien changer parce qu'ils étaient déjà au minimum de ce qu'ils pouvaient faire. C'est sur ces gens-là qu'on doit mettre le focus et qu'on doit bien faire attention. Pour ceux qui ont beaucoup de moyens, qui réduisent un peu, écoutez, qui réduisent un peu, c'est pas très, c'est pas dramatique et je m'en inquiète pas, mais il y a beaucoup de Français pour qui c'est pas le cas. Alors, on a beaucoup parlé de cette rentrée, notamment avec vous, Luc Curé-Krief, qui serait terrible socialement, catastrophique même. Est-ce que vous craignez, Caroline Pilastre, des manifestations contre la vie chère, par exemple, si ça continue ? Je pense qu'on va avoir une rentrée explosive. Déjà, la France Insoumise a donné une date. 29 septembre, voilà, c'est le 29 exactement, septembre. le 29 septembre. Une grosse manifestation pour le pouvoir d'achat. Donc, à mon avis, ça va être un genre de gilet jaune multiplié par 2. Et si, comme le dit Michel-Édouard Leclerc dans les médias, j'ai encore entendu hier, ce matin aussi, sur des chaînes concurrentes, on arrive à 7 à 9% d'inflation avant la fin de l'année, c'est évident qu'il y aura des mouvements de grande ampleur. Luc Curé-Krief, c'est inévitable. Moi, je le prédis depuis plusieurs mois. Je dis que globalement, le mois de septembre, en tout cas à la fin de l'année, ça va être explosif, une crise politique et sociale. Politique parce qu'on voit bien aujourd'hui au niveau de l'Assemblée. J'ai écrit un petit post très ironique, mais l'Assemblée est devenue totalement un foutoir. Ça part dans tous les sens. Et je pense que les gens de la France Insoumise, moi je les cite parce que je trouve que leur attitude est complètement crétine. On ne va pas pour défendre la France, on va à l'Assemblée pour faire du brouhaha et pour faire du buzz. Donc c'est pas comme ça, à mon avis, que ces gens-là demain vont pouvoir gouverner la France. Mais je pense que la rentrée va être très compliquée et que Emmanuel Macron a du mouron à se faire. Et à mon sens, c'est pas quelqu'un de technocratique qu'il faudra à la tête de l'État, mais c'est bel et bien quelqu'un qui a une véritable stratégie et une véritable vision pour pouvoir faire adhérer les Français à une politique qui va être à la fois compliquée, qui va être coercitive, mais ambitieuse. Parce qu'il va falloir associer les cette personne. Pas au sein du gouvernement. Elle est où cette personne? Elle existe? Elle est où? J'en sais rien. Je l'ai pas. Laurence, ça y est. Je ne sais pas si vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale. Comme vous, moi je suis horrifiée de voir le comportement de la France Insoumise et du Rassemblement national parfois. Mais il y a eu des débats. Et donc on ne peut pas dire que c'est ou Emmanuel Macron ou son gouvernement. Quand vous écoutez l'ensemble des débats, pour ceux qui ont fait d'autres propositions, ces mêmes propositions ne pouvaient pas être appliquées. Parce qu'à un moment, si vous voulez, c'est pas un robinet qu'on ouvre et l'argent coule à flot. Donc, c'est pas un problème, il me semble, politique, c'est un problème économique global et pas français, mais international. Donc, l'appel à la manifestation, pour moi, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne peut nier la souffrance du pays. Et ça, je comprends bien. Rappelez-vous les gilets jaunes sur les ronds-points au départ. Ce sont des Français qui étaient en souffrance et qui ont démontré les choses, même si après les choses ont dérivé. Mais aujourd'hui, appeler à la manifestation, c'est encore pire. Pourquoi? À chaque fois que vous allez bloquer les centres-villes, ce sont des commerçants qui vont ne pas pouvoir ouvrir leur commerce. Rappelez-vous, il y a eu vraiment beaucoup de désordre dans de nombreuses villes et qui trinque? Eh bien, ce sont les étudiants qui travaillent le samedi et qui perdent leur job parce que justement la boutique n'ouvre pas le samedi. Ce sont les petits commerçants qui ne sont pas à la tête de grandes chaînes et qui doivent fermer leurs magasins. Ce sont tous ceux qui ne peuvent pas travailler. Donc manifester, ça va encore aggraver, me semble-t-il, la situation. Je pense que à l'Assemblée nationale, on a été au maximum de ce qui pouvait être fait, même si ce n'est pas suffisant. Et maintenant, c'est dans les territoires qu'il va falloir trouver des solutions pour soutenir les Français. Allez, juste en quelques secondes, je voudrais réagir par rapport à Laurence. Je ne suis pas quelqu'un qui effectivement entraîne à la manifestation, et loin s'en faut. Je partage votre point de vue. Je vous rassure, j'avais remarqué. Non, là-dessus, je partage totalement le point de vue. Il y a juste une petite chose au niveau de l'État, par exemple. Et tout à l'heure, on va en parler sur les super profits. L'État demande effectivement aux entreprises de faire des efforts. Mais quand on taxe à 70% le litre d'essence, est-ce que c'est pas à l'État de faire un effort pour qu'à un moment donné, faut laisser peut-être filer les déficits, les accords de Maastricht, etc., à 3%. C'est quand on est en difficulté, à un moment donné, il faut qu'on se donne peut-être les moyens de sa politique. Donc, est-ce que les 70%... Vous ne pouvez pas dire ça, parce que l'argent qui est collecté par l'impôt, il est redistribué, vous le savez bien, pour les hôpitaux, tout le monde veut plus de policiers, plus d'infirmiers, etc., mais on devrait prendre l'argent nulle part. Donc, il y a un moment, il y a quand même un principe de réalité. Allez, on poursuit le débat dans un instant avec
avec vous au 0826 300 300, inflation record. Est-ce que vous allez vous restreindre? 0826 300 300, les vrais voix reviennent dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Allez, on poursuit le débat dans les vraies voix sur Sud Radio avec Caroline Pilastre, Laurent Saillet, Luc, Éric Rief. On vous pose cette question. Inflation record, allez-vous vous restreindre après les vacances d'été? Vous dites oui à 52% sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous continuez de voter, puis vous nous appelez au 0826 300 300 comme Vincent qui nous appelle de l'Hérault. Bienvenue, bonsoir Vincent. Bonsoir. Comment ça va Vincent? En vacances? Pas encore, non. Pas encore. Un week-end. En week-end, très bien. Bon, vous souhaitez bon week-end par avance. Alors, comment ça se passe pour vous, Vincent? On fait des économies? Disons, on essaye d'en faire. Ouais. Ça, on n'a jamais vraiment trop dépensé. Moi, je suis juste ouvrier, donc on fait... voilà. Là, ça devient un peu plus... Il y a tout qui devient un peu plus cher. Mais bon, se restreindre, oui, mais bon, on est obligé quand même de manger, Ouais. Mais est-ce que vous passez d'autres choses de plaisir comme les vacances? Est-ce que vous allez partir en vacances, par exemple, cet été? Non, je ne pars pas en vacances. J'habite pas loin de la mer, j'ai une chance pour ça. Les vacances dans l'Hérault. Voilà. Il y a des fois où c'est utile. Ouais. Voilà, d'habiter dans le sud. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de partir en vacances. Comment vous voyez la rentrée, Vincent? Je pense que, comme vous le disiez, ça risque de péter. Ouais. Ça risque. Bon, après, vous parliez des gilets jaunes, là. Les gilets jaunes, moi j'ai été gilet jaune de la première heure. On bloquait les autoroutes, on bloquait le trafic. Et je pense que c'est mieux que d'aller en ville. Ouais. Parce qu'en ville, il y a toujours des casseurs. Il y a toujours les black blocs, là, ou les antifas, qui viennent foutre le white. Vous faisiez partie des gilets jaunes des ronds-points, c'est ce qui était au tout début du mouvement en 2018. Vous avez arrêté quand finalement tout le monde allait sur Paris pour manifester? Disons que oui, au bout de 3 mois, il y a des gens qui ont mis le feu au péage, donc ça ne servait plus à rien parce qu'il était fermé. Ouais. Alors, est-ce que c'est possible? On en a beaucoup parlé aussi, on parle souvent d'un retour des gilets jaunes, mais gilets jaunes ou alors sous une autre forme, est-ce que c'est possible ça, Luc Éric Rief, en dehors de la crise sociale, des grèves et d'éventuelles manifestations pour le pouvoir d'achat, est-ce qu'on peut imaginer sous une autre forme un retour en tout cas d'un mouvement comme les gilets jaunes? Moi, le gros travers que je vois et que j'ai vu dans les gilets jaunes, c'est que c'était un mouvement très disparate avec des revendications qui étaient absolument pas cohérentes. Ça allait tout azimut et on ne savait pas, à un moment donné, quelle était la légitimité de certains gilets jaunes. Il y avait des revendications qui étaient complètement absconses et qui ne présentaient aucun intérêt, et d'autres qui étaient effectivement beaucoup plus sensées. Moi, je crois que si effectivement il y a un mouvement social et si on veut aller vers quelque chose, il faut que ce soit fait intelligemment. Pas en bloquant les ronds-points, pas en bloquant les autoroutes, parce que quand on bloque l'écosystème. Et on est tous un maillon de cet écosystème. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure Laurent, c'est important, on fait boule de neige. C'est-à-dire que quand on bloque quelque chose, forcément ça va avoir des conséquences ailleurs. C'est l'effet papillon. Il ne faut pas tomber sur ce travers. Il faut absolument que s'il y a un mouvement social, il faut qu'il soit cohérent, ciblé, avec des revendications précises et des solutions qui soient à mettre en œuvre. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui crée le bordel pour créer le bordel, si vous passez l'expression. Sauf qu'un mouvement, quand c'est un mouvement qui est issu d'une colère, souvent c'est pas très organisé. C'est improvisé. Ça a été tout le problème. Caroline Pilastre. Oui, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement protéiforme. Après, moi je respecte les Gilets jaunes du début, évidemment pas les extrémistes de gauche ou de droite qui sont venus s'incorporer au mouvement, plus les Black Blocs, les Antifas, qui ont cassé les centres-villes, qui ont empêché les commerçants de travailler. Enfin, on sait très bien que ça a été une catastrophe. Et après, on est tombé dans la période de la Covid. Donc c'était vraiment double peine. Mais ceux du début, que voulaient-ils? Ils voulaient de la reconnaissance sociale. Des gens qu'on n'entendait jamais, puisque c'était quand même les Girondins versus les Jacobins. Et ils se sont fait entendre par rapport à la hausse du carburant. Donc on peut y voir quand même un lien direct. On peut faire un parallèle avec le pouvoir d'achat, l'hyperinflation, et cela peut revenir. Que ce soit un mouvement qui soit structuré ou non, moi évidemment je suis contre les casseurs, je suis contre la violence par essence, mais j'entends le ras-le-bol des gens. J'entends les gens qui disent nous on veut vivre décemment de notre salaire, on n'a pas envie de faire la manche, on n'a pas envie que le gouvernement nous donne des chèques par-ci par-là, comme si on faisait l'aumône. Donc ça il faut l'entendre, et malheureusement les gouvernants, quels que soient les gouvernants, vous savez à quel point je suis honnête intellectuellement, depuis 40 ans, souvent n'ont rien entendu, n'ont rien voulu entendre parce qu'ils étaient déconnectés. On ne peut pas dire ça en sortant de l'Assemblée avec 20 milliards qui a été mis sur la table pour le pouvoir d'achat. On sort d'une élection.
je vais pousser un peu le trait. Oui, sauf que c'est ponctuel. Non mais d'accord, mais là, on sort d'une élection. On a voté pour l'élection présidentielle. Le président Macron a été élu. Les Français ont voté aux législatives avec une majorité, même si elle n'est pas absolue, pour le président et une répartition comme vous la connaissez à l'Assemblée nationale. Alors, à quoi ça sert de faire des élections avec toute cette abstention, tous ces Français qui n'ont pas été votés, pour derrière faire des manifestations pour réclamer d'autres choses. Enfin, c'est là où il y a quand même un problème en France. C'est-à-dire que une grande partie des Français ne vont pas voter, et pour autant, derrière, ils se retrouvent après d'être dans une situation où ils disent « on n'est pas entendu ». Posez la question à tous les gens qui vont aller manifester. Avez-vous été voté et pour qui avez-vous voté? Vous allez voir qu'il y a énormément d'abstentionnistes. Moi, je suis assez dur avec les abstentionnistes. Pourquoi? Parce que souvent ils sont en colère et ils savent que ça ne change absolument rien. On est dans une démocratie. Non mais attendez, on est dans une démocratie. Donc si on n'utilise pas son bulletin de vote pour faire valoir ses droits, ses souhaits, parce qu'il y a quand même de la possibilité, il y a quand même des candidats aux législatives, ils étaient nombreux. Donc si on ne passe pas par les urnes pour se faire entendre, on sera plus bientôt une démocratie. Allez, juste en 30 secondes. Laurent, je crois que c'est pas de la colère qui a été exprimé lors de l'abstention, c'est effectivement le fait de ne plus avoir des hommes politiques qui font ce qu'ils disent. C'est aussi de la négligence et un manque de citoyenneté, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de traverser la rue pour aller voter. Allez, débat très intéressant, mais on va le clore. Allez-vous vous restreindre après les vacances d'été? Vous dites oui à 53% sur le compte Twitter de Sud Radio. On joue tout de suite.